7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Attrait devant la Cour de justice pour une affaire présumée de corruption. Ismaïla Madior Fall et ses avocats ont pu obtenir le renvoi de l'audience jusqu'au mardi 28 juillet prochain. L'ancien garde des Sceaux est la deuxième personne à comparaître devant la Haute Cour de justice après Mamadou Dia. Nous allons parler économie dans ce journal, une économie qui montre des signes d'essoufflement, croissance ralentie, entreprises en difficulté, chômage persistant des jeunes, tensions sociales. Et à Djidé Thiaroye Kao, tous les bassins de rétention conçus pour gérer les eaux pluviales et prévenir les inondations sont transformés en dépotoirs d'ordures. Les populations affichent leurs inquiétudes. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Le procès d'Ismaïla Madior Fall a été renvoyé au 28 juillet 2026. Ses avocats ont d'abord dénoncé la corruption, la comparution de leurs clients avec le bracelet électronique et demandé le renvoi de l'audience pour qu'ils puissent mieux défendre leurs clients. La Haute Cour de justice dirigée par Mohamedou Mansour Mbaye a accédé à cette requête des avocats de l'ancien ministre de la Justice sous Macky Sall. Eh bien, Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice sous le régime de Macky Sall, il fait l'objet donc d'une procédure devant la Haute Cour de justice dans une affaire de présumée corruption liée à l'attribution d'un marché public pour la construction d'un centre de surveillance électronique au tribunal de Pikine-Guédiawaye, mise en cause après les déclarations d'un promoteur immobilier affirmant lui avoir versé une somme d'argent. En contrepartie de ce marché, l'ancien garde des Sceaux conteste fermement ces accusations. Placé sous bracelet électronique depuis le 25 mars 2026 avec assignation à résidence surveillée dans le cadre de l'information judiciaire, il demeure présumé innocent. Aucune condamnation définitive n'ayant été prononcée à ce stade de la procédure. C'est un récit réalisé par Mariam Sodendiaye. Ancien ministre de la Justice garde des Sceaux sous le régime de Macky Sall, Ismaïla Madior Fall est au cœur d'une procédure judiciaire portant sur des soupçons de corruption et de concussion liés à l'attribution d'un marché public de construction d'un centre de surveillance électronique au tribunal de Pikine-Guédiawaye. L'affaire a éclaté à la suite des déclarations du promoteur immobilier Cheikh Gueye qui a affirmé avoir remis à l'ancien ministre une somme de 50 millions de nos francs présentée comme un acompte sur un montant total de 250 millions de nos francs qui lui aurait été demandé en contrepartie de l'obtention du marché. Selon les enquêteurs, ce versement se serait déroulé en présence de l'ancien directeur des constructions du ministère de la Justice. De son côté, Ismaïla Madior Fall rejette catégoriquement ces accusations. Il soutient que la somme évoquée constituait un don gracieux qu'il a refusé et restitué, niant toute implication dans ce système de corruption. En avril 2025, le ministre de la Justice a saisi l'Assemblée nationale afin d'obtenir la mise en accusation de l'ancien garde des Sceaux devant la Haute Cour de justice. Le 3 mai 2025, les députés ont adopté la résolution autorisant ces poursuites. Le 20 mai 2025, après son audition devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, Ismaïla Madior Fall a été placé sous bracelet électronique avec assignation à résidence. À ce stade de la procédure, aucune condamnation définitive n'a été prononcée contre l'ancien ministre qui bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à une décision de justice devenue définitive. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué une visite d'inspection de plusieurs ouvrages et zones vulnérables aux inondations à Thiès, notamment le Dalot de Sampaté, le canal de Nguitch et le terrain Takhalit de Mbambara. Cette visite s'inscrit dans une perspective d'évaluer l'état d'avancement des travaux pré-hivernaux et de s'assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention avant les premières pluies. Cheikh Tidiane Dièye, que je vous propose de suivre.
Nous avons visité avec mes services, nous sommes tous aujourd'hui représentés ici, en relation avec le gouverneur, le préfet et les sous-préfets des localités que nous avons visitées, pour d'abord encourager la population, leur exprimer notre solidarité et les féliciter pour leur résilience. Je sais que ce n'est pas évident, ça fait des années que ces populations vivent des difficultés liées aux inondations, mais je veux vraiment leur dire que notre approche, c'est aujourd'hui de mettre, disons, la prévention et la lutte contre les inondations sous le signe d'abord de la prévention, agir le plus tôt possible pour pouvoir mitiger, réduire ou en tout cas très considérablement les effets des inondations, mais c'est aussi sous le signe de l'efficacité et des résultats durables. Et c'est pour cette raison que depuis ce matin, nous avons visité les lieux les plus sensibles de la ville. Monsieur le maire l'a rappelé, nous avons été au niveau de Mbambara, Tokhalib, où l'ONAS est en train de réaliser une station très importante qui va considérablement soulager cette localité et les environs. J'ai déjà donné des instructions fermes dans ce sens pour que ce travail soit terminé d'ici le 31 juillet, pour que dès la prochaine pluie, on l'espère, que cela fonctionne correctement et soulage les populations. Nous avons ensuite été au niveau de Thiès-Est pour visiter le Dalo de Sampaté. Nous aussi, je saisis l'occasion pour encore une fois encourager et soutenir les populations. Et là-dessus également, les instructions que j'ai données, c'est d'agir aujourd'hui, cette année, sur des mesures d'accompagnement, de mitigation, puisque le temps ne permet pas de faire des ouvrages très structurants, mais il faut tout faire pour faciliter l'écoulement des eaux. Le secteur du BTP et des travaux publics continue de faire face à une conjoncture difficile. Invité à s'exprimer sur la situation, Thierno Samb, directeur de l'ANS, dresse un constat préoccupant. Il évoque un ralentissement des activités depuis 2024, marqué par la baisse des investissements, la rareté des chantiers, la fermeture également de nombreuses entreprises, tout en saluant les mesures récemment annoncées par les autorités. Il appelle l'État à accélérer leur mise en œuvre afin de relancer durablement le secteur du BTP. Thierno Samb, joint au téléphone par Khalifa Ababakar Fall. Nous avons constaté depuis 2024 la suspension des chantiers sur le littoral dakaroise pour vérifier la légalité que l'État avait fait à l'époque. Depuis lors, nous avons remarqué une chute sur le secteur du BTP, des difficultés énormes sur le secteur du BTP. Il y a aussi des dettes intérieures, plus de 300 milliards aux entreprises du BTP sur les travaux réalisés. 70% des marchés échappent aussi le secteur privé national. Ce qui veut dire que les difficultés que vit le secteur du BTP au Sénégal est très énorme. Maintenant, ce qu'on attend avec la levée que l'État vient de faire, peut-être d'ici des mois à venir, on espère que les choses vont changer. Ce qu'on espère et ce qu'on souhaite. Alors que la classe politique sénégalaise concentre déjà ses efforts sur la prochaine élection présidentielle de 2029, une autre urgence s'impose, celle d'une économie qui montre déjà des signes d'essoufflement, croissance ralentie d'entreprises en difficulté, chômage persistant des jeunes et tensions sociales. Pour de nombreux observateurs, le temps de la politique ne doit pas faire oublier le temps de l'économie. C'est une réflexion de Mame Sokhna Dramé. Au Sénégal, le débat public est largement dominé par les calculs politiques et les ambitions pour 2029. Mais sur le terrain, les préoccupations des citoyens sont bien différentes. Trouver un emploi, faire vivre une entreprise et assurer un avenir à la jeunesse. L'économie nationale traverse une période difficile. Dans le BTP, les contrôles fonciers engagés par l'État répondaient à une nécessité d'assainissement. Cependant, la longueur des procédures, les retards de paiement de l'État et les difficultés de financement ont fortement ralenti l'activité. Des chantiers sont à l'arrêt, des PME manquent de trésorerie et des milliers d'emplois sont fragilisés. Le secteur extractif est confronté aux mêmes défis. Renégocier les contrats pour défendre les intérêts du Sénégal est une démarche souveraine. Mais lorsque l'incertitude s'installe, les investisseurs reportent leurs projets, les recrutements ralentissent et les opportunités s'éloignent. Cette situation intervient alors que plusieurs voyants économiques sont au rouge. Le chômage des jeunes demeure une préoccupation majeure. De nombreuses entreprises peinent à survivre. Le coût de la vie
vie continue de peser sur les ménages et une partie de la jeunesse privée de perspectives sombre dans le désespoir. Ce manque d'espoir favorise parfois la violence, l'immigration irrégulière, la délinquance ou encore la consommation de drogue. Le véritable défi est donc de réconcilier souveraineté et performance économique, contrôler sans bloquer, renégocier sans décourager les investissements et créer un climat favorable à l'emploi. Car un pays ne se construit pas uniquement avec des discours politiques ou des promesses électorales. Il se construit avec des entreprises qui produisent, des jeunes qui travaillent, des investisseurs qui ont confiance et des familles qui vivent dignement. Pendant que certains préparent déjà 2029, les Sénégalais, eux, attendent des réponses aujourd'hui. Car une jeunesse sans emploi est une bombe sociale à retardement et une économie qui s'essouffle menace l'avenir de toute une nation. Et dans le reste de l'actualité, l'état civil en élément fondamental de la vie de chaque individu. Malheureusement, le système d'état civil au Sénégal souffre de plusieurs défaillances structurelles majeures. La mauvaise tenue des registres, voire leur destruction ou disparition, prive certains citoyens de la possibilité de prouver leur identité ou leur filiation. Pour moderniser le système, le gouvernement a initié des projets de digitalisation comme le projet NECAL. C'est pour numériser des millions d'actes d'état civil. Un reportage de Bénédicte Sagnan et de Félicité Oumolatirgueï. Le système de l'état civil au Sénégal souffre de failles structurelles majeures qui privent des milliers de citoyens de leurs droits fondamentaux. Ici, à la mairie de Yoff, Abdou Gueye, archiviste, nous parle du travail. Donc, si on tire des extraits de naissance, ou bien si un usager vient pour avoir l'extrait de naissance, donc nous vérifions au niveau des registres pour le proposer à l'impression au niveau de l'office d'état civil. Ils ont commencé à prendre leurs dispositions depuis 2016 pour moderniser le secteur. Nous avons numérisé les actes que nous avons ici en interne, donc pour que si l'État est prêt pour la digitalisation, nous versons nos données. Donc nous sommes en train de faire des vérifications au niveau des archives par rapport aux actes qu'on a dans les machines pour voir si la conformité des actes. Donc c'est sûr que nous aurons une base de données à 95 voire à 92% fiable. Pour la sécurisation des archives et matériels, il plaide pour... S'il y a la digitalisation, les agents pourront faire leur travail correctement. Parce qu'on ne peut pas donner à un agent un travail et que les moyens ne suivent pas. Donc il faut les moyens, il faut les matériels, il faut des scanners, il faut des disques durs externes, il faut des machines, donc il faut des ordinateurs, il faut de la ressource humaine. Voilà, donc pour parer à ça. Faciliter la tâche aux demandeurs et éviter les risques de perte d'actes d'état civil en cas d'incendie dans les mairies. Nous détenons des informations des citoyens et à caractère personnel. Donc le parent qui vient faire sa déclaration, donc il nous confie les informations. Et le parent-là doit revenir à l'état civil pour voir si les informations sont toujours là. Parce que s'il y a pépin, comme le cas de Touba avec l'incendie, voilà, donc il y aura au moins une partie qui aura les informations. Au-delà de l'innovation technologique, cette réforme rappelle l'importance cruciale de l'état civil dans la vie des citoyens. Acte de naissance, mariage ou décès, ces documents constituent la base de l'identité juridique et conditionnent l'accès aux droits fondamentaux tels que l'éducation, la santé, l'emploi ou encore le vote. Et face à la forte canicule qui touche aujourd'hui le pays, les climatiseurs connaissent un véritable engouement, mais cette ruée vers les appareils de refroidissement s'accompagne de défis entre la qualité sur le marché, parfois très douteuse, des équipements également vendus et la flambée des factures d'électricité. Des utilisateurs appellent à un entretien régulier, à une utilisation responsable pour préserver les appareils et maîtriser la consommation d'énergie. C'est un reportage de Sira Béatrice Ndione et de Mohamedou Fallousek. Avec cette forte canicule, les climatiseurs sont plus prisés que les ventilateurs. Selon Moussa Ndiaye, réparateur de climatiseurs, la demande connaît une forte hausse. Actuellement, tout dépend de ce que l'on recherche. Mais en cette période de forte chaleur, les climatiseurs sont plus prisés que les ventilateurs. Beaucoup de personnes n'utilisent plus de ventilateurs et se tournent vers les climatiseurs qu'elles jugent plus efficaces. Le marché est aujourd'hui inondé de climatiseurs vendus sans véritable contrôle
contrôle. Il explique que les dernières générations d'appareils ne sont pas toujours de bonne qualité, ce qui favorise les pannes précoces. Il existe aujourd'hui de nombreuses marques sur le marché. Ce n'est pas pour rien qu'on le dit. La puissance de certaines, notamment les nouvelles marques, est souvent réduite. Il nous arrive de vendre un climatiseur et d'être rappelé peu de temps après par le client une réparation. Alors que en cette période de forte chaleur, les factures d'électricité augmentent également. Ce client invite les utilisateurs à effectuer régulièrement la maintenance et à utiliser leurs appareils électroménagers de manière rationnelle. Chaque année, presque je fais appel à un technicien pour son entretien. Les factures d'électricité nous fatiguent énormément. Moussa Ndiaye recommande d'installer des climatiseurs dans des endroits bien aérés pour optimiser leur fonctionnement et prolonger leur durée de vie. Les moteurs de certains appareils sont en aluminium, un matériau qui chauffe très rapidement. En plus, le manque d'aération dans certaines habitations favorise la surchauffe des appareils. Face à la hausse des températures, ces utilisateurs appellent ainsi à privilégier des équipements de qualité, un entretien régulier et une consommation responsable pour allier confort, économie d'énergie et durabilité des appareils. Direction Djiddah Thiaroye Kao, où l'ensemble des bassins de rétention crée une inquiétude chez les populations construits pour soulager les habitants face aux inondations. Ces bassins de rétention sont aujourd'hui transformés en dépotoirs d'ordures. C'est un dossier réalisé par Ibrahim Khalil Djemé. Sur un espace de 52 000 m², deux bassins de rétention se sont superposés. Nous sommes ici à Djiddah Thiaroye Kao. Yassine Sagnan, habitant de la zone, nous rappelle l'historique de ces bassins. Ce bassin symbolise beaucoup de choses. On parle là de plan Orsec, de plan Djahaï, etc. On fait référence à ces bassins-là et aux durs moments d'inondation dont étaient confrontées tout simplement les populations de la banlieue. C'est à travers ce le plan Djahaï a été érigé. C'est à travers ce que le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique a été élaboré. Créé pour soulager les populations des inondations, ces réceptacles d'eau se transforment aujourd'hui en dépotoirs d'ordures ménagères. Aujourd'hui, ici, c'est un lieu de dépotoir d'ordures. C'est un lieu, comme vous voyez, où il y a des typhas, des nénuphars. C'est un lieu où l'eau circule difficilement parce que tous les canaux, tout simplement, de drainage sont bouchés par les typhas. Parce qu'on verse ici du n'importe quoi, des moutons morts, des chevaux morts, etc., des ordures, etc. et tout. Et même les camions citernes de vidange viennent ici pour la nuit vider tout simplement leur contenu dans le bassin. Regardez vous-même, on verse n'importe quoi dans ces bassins. Tu vois, des fois des gens qui viennent de Guédiawaye uniquement pour venir verser des ordures ici. Les ordures qu'on verse ici provoquent la multiplication des moustiques et nous souffrons beaucoup. Au-delà de ces ordures, le danger guette les enfants qui jouent aux alentours. Donc ce que nous demandons à l'État du Sénégal, c'est de venir faire la gestion des bassins, tout en définissant tout simplement les responsabilités du ministère jusqu'au tout plus petit infime acteur ou plus petit représentant de l'État. Donc, c'est uniquement l'État qui peut nous venir en aide. Le plus souvent est que parfois les enfants, en jouant au football, entrent à l'intérieur pour aller ramasser leurs ballons et ça fait peur. Pour ces bassins de rétention, il est question de prendre toutes les responsabilités pour entretenir ces récepteurs d'eau pluviale afin que les populations puissent s'épargner des dangers et des maladies. Merci beaucoup Ibrahim Khalil Djemé. Ce dossier réalisé à Djiddah Thiaroye Kao concernant les bassins de rétention met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse à présent, l'Inter.
L'actualité internationale nous mène d'abord en Mauritanie où au total 144 personnes sont mortes ou portées disparues en mer la semaine dernière au large des côtes de la Mauritanie. Des bateaux partis de Gambie dans l'espoir de rejoindre l'Espagne entre le 14 et le 18 juillet. 3 opérations de sauvetage et de débarquement ont été menées à Nouadhibou en Mauritanie. Un peu moins de 400 personnes ont pu être sauvées. C'est ce qu'a rapporté le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés mardi 21 juillet 2026. En République démocratique du Congo, l'opposition ne sera pas dans les rues ce mercredi 22 juillet. La plateforme C64 qui regroupe plusieurs partis d'opposition RDC avait programmé aujourd'hui une manifestation pour défendre la Constitution. Mais depuis que la présidence congolaise a annoncé l'ouverture prochaine d'un dialogue national, l'une des revendications des opposants, un dialogue confié aux confessions religieuses qui ont à leur tour demandé à 64 d'annuler leur mobilisation. Requête acceptée et la marche a été reportée. Au Moyen-Orient, l'armée américaine a annoncé hier avoir lancé de nouvelles frappes en Iran pour une 11e nuit consécutive alors que 3 pétroliers transportant du brut saoudien destiné à l'Asie ont fait demi-tour en mer Rouge, plutôt en raison de menaces formulées par les Houthis. Des explosions ont été entendues à Téhéran alors que l'Iran a activé la défense aérienne au-dessus de la capitale. En Iran, les États-Unis poursuivent leur frappe des centres d'opération militaires, des installations logistiques militaires, des capacités maritimes, des hangars pour avions et des dépôts de drones ont été frappés. Dans le Golfe, l'Iran a ciblé le Koweït, Bahreïn et la Jordanie. Le commandement central de l'armée américaine indique également que l'Iran a attaqué plus de 30 navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. À présent, c'est la page sportive de cette édition. Alamine Senghor, bonjour. Bonjour à vous, Fatou Ndiaye. Bonjour à toutes et à tous. Alors, du nouveau dans le dossier sur la table du TAS concernant la finale de la CAN 2025 au Maroc. Le tribunal arbitral des sports a constitué la commission chargée d'examiner le recours. Oui, vous l'avez dit, du nouveau, une circulaire a été adressée à la Fédération sénégalaise de football, à la CAF ainsi qu'à la Fédération royale marocaine de football pour notifier cette décision. Selon les informations, en tout cas, c'est ce qu'on a appris du journaliste Malan Sané. Cette commission sera chargée de juger le dossier TAS 2026/A12295 concernant la finale de la CAN Maroc 2025. Dans cette même communication, le TAS informe les parties concernées du démarrage imminent des auditions et de l'examen des mémoires de défense de chacune d'elles. En attendant des réponses des parties impliquées, eh bien, c'est ce dossier Fatou Ndiaye qui a fait les choux gras de la presse sénégalaise, marocaine et de la presse internationale, puisque tous en ont parlé, bien entendu, cette opposition entre le Sénégal et le Maroc, qui est champion d'Afrique, qui ne l'est pas. On attend de voir qu'est-ce qui sortira du tribunal arbitral du sport, qui certainement tranchera soit au mois de septembre, ou plus tard, au mois d'octobre, selon les informations. Et qui ne peut rien faire d'autre que de trancher en faveur du Sénégal. J'espère bien que le TAS va quand même trancher en faveur du Sénégal à Messenghor. Pour ce qui concerne l'organisation de la CAN 2032, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officialisé leur candidature. En effet, ils sont donc les pays qui composent l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali ainsi que le Niger ont déposé leur candidature pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2032. L'annonce a été faite ce lundi par la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Bien entendu, à travers un communiqué, ils ont donc confirmé que la CAF avait pris acte de la déclaration d'intérêt déposée conjointement par les 3 nations sahéliennes. Cette candidature marque une nouvelle étape pour les pays de l'Alliance des États du Sahel qui deviennent des premiers à se positionner officiellement pour l'organisation de la CAN 2032. En ce temps, la course pour la CAN 2028 commence également à prendre forme. La Libye
a officiellement fait part de sa volonté d'organiser cette édition, tandis que d'autres pays africains pourraient encore entrer dans la bataille de l'organisation de la CAN 2028. La CAF devra désormais examiner les différentes candidatures avant de désigner les pays hôtes des prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. A noter que la prochaine CAN va donc se tenir et sera co-organisée entre la Tanzanie, le Kenya ou l'Ouganda, c'est donc prévu en l'été 2027. Puis à partir de 2028, sauf changement de dernier moment, eh bien sachez que la CAN va démarrer donc pour tous les 4 ans. Une information qui avait été donc donnée par le président de la CAF. Il s'agit donc de Patrick Motsepe lors de la CAN Maroc 2025. Et une information favorable qui fait parler depuis hier ou avant-hier, en tout cas dans la nuit, cette information qui fait le tour de la toile concernant la star brésilienne Vinicius Junior. On en parle. Ils mettent la photo ancienne de la star à côté d'une supposée nouvelle photo du joueur. Pour la première, nous le connaissons et reconnaissons d'ailleurs Vinicius Junior, qui est habillé en maillot jaune de l'équipe brésilienne. Mais pour la deuxième, difficile de la confirmer. Il y a lieu d'avoir des doutes parce qu'à travers l'intelligence artificielle, Fatou Abdou, vous le savez, les gens peuvent même faire un même Vinicius Junior ou créer une même Fatou Abdou Ndiaye. Alors, l'histoire est partie d'une photo ou des photos qui sont sorties sur la place publique par des sites brésiliens ou des sites brésiliens d'information. Difficile maintenant, reconnaissable. Vinicius Junior, des infos a subi, selon des informations, a subi une harmonisation du menton, une technique très précisée pour définir et redessiner le contour d'un menton, sublimant ainsi les traits du visage. L'harmonisation du menton, Fatou Abdou, permet de corriger les défauts de projection et d'embellir l'ovale du visage. Maintenant, vrai ou faux, eh bien, l'interrogation est posée puisque c'est très difficile de le confirmer à ce stade. Le joueur lui-même n'est pas encore sorti pour confirmer ou infirmer cette information relayée par la presse brésilienne et reprise par d'autres médias à travers le monde. S'il y a du faux, c'est ce que certains disent. C'est le joueur du Real lui-même qui a partagé les photos sur sa page ou sur ses pages, ce qui n'est pas le cas, puisque nous avons fait des investigations. Nous sommes allés, en tout cas, dans les pages de Vinicius Junior. Après vérification, eh bien, sachez que la dernière publication de Vinicius Junior date du 10 juillet, 5 jours après l'élimination du Brésil à la Coupe du Monde de la 2026 par la Norvège. Eh bien, est-ce que l'information est-elle vraie ou pas? Wait and see. Merci beaucoup, Ami Senghor. Le dernier point de ce journal, c'est la revue de la presse avec vous, bien sûr. Bonjour. Des sujets multiples et variés sont évoqués par les quotidiens ce mercredi. Le chef de l'État appelle à un pacte national fondé sur la science et l'innovation, affiche le journal Solo. Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé à l'occasion de la rentrée de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Son souhait est de voir un impact